Bon après-midi à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Clara Chouinard, je suis chargée de projet à l'action éducative, citoyenne et culturelle au Musée McCord-Stewart. Au nom du musée, je vous souhaite la bienvenue à vous présents ici au musée, puis à ceux et celles qui nous écoutent en ligne via Zoom. Salutations spéciales également aux gens d'Israélie qui pourraient être avec nous aujourd'hui en salle ou sur Zoom. Zoé Tousignan et moi-même sommes heureuses de vous accueillir pour cette série de conférences présentées dans le cadre de l'exposition d'Israélie revisité, chronique d'un événement photographique québécois. Cette exposition est présentée par le musée McCord-Stewart jusqu'au 19 février 2023. Avant toute chose, comme vous le savez peut-être, le musée McCord-Stewart détient non seulement une importante collection de photographies, mais il est aussi le gardien d'une importante collection des cultures autochtones. Nous souhaitons donc reconnaître que le musée McCord-Stewart est situé sur un territoire fréquenté et occupé depuis des millénaires par les peuples autochtones, lequel n'a jamais été cédé par voie de traité. La nation Kanien'kehá:ka démontre toujours un profond attachement envers ce territoire qu'elle nomme Tiohtià:ke. Reconnaissant les conséquences désastreuses du colonialisme pour les premiers peuples, le musée McCord-Stewart considère qu'il est de son devoir de contribuer à une meilleure connaissance des cultures autochtones et au maintien de leur vitalité. L'exposition Voix autochtone d'aujourd'hui, Savoir, Trauma et Résilience, produite et présentée par le musée, agit d'ailleurs en ce sens. As the custodian of an important Indigenous cultures collection, we want to acknowledge the McCord-Stewart Museum sits on land used and occupied by Indigenous peoples for millennia that has never been ceded by treaty. The Kanien'kehá:ka Nation has a profound and ongoing attachment to this territory, which is called Tiohtià:ke. Acknowledging that colonialism has had devastating consequences on First Peoples, the McCord-Stewart Museum recognizes its duty to raise awareness and support continued vitality of Indigenous cultures. Le programme de cet après-midi propose 5 conférences qui portent toute une réflexion sur le projet d'Israélie, un événement marquant dans l'histoire de la photographie au Québec dont on souligne cette année les 50 ans. Une pause suivra les 3 premières conférences et un vin d'honneur sera servi dans l'atrium pour conclure l'événement. Les conférences d'une vingtaine de minutes chacune se dérouleront en français et seront suivies d'une période de questions. Pardon, je suis mêlée dans mes feuilles. Une période d'échange avec le public en français et en anglais. Cette période d'échange et de questions venant du public aura lieu à la fin des 5 présentations. Je vous invite donc à noter vos questions d'ici là et à les poser lors de cette période dédiée à la discussion. The conferences of about 20 minutes each will be held in French and will be followed by a period of discussion with the public in French and English. This period of discussion and questions from the audience will take place at the end of the 5 presentations. I therefore invite you to write down your questions in the meantime and ask them during this period dedicated to discussion. Avant de vous présenter notre premier conférencier, j'invite Zoé Tousignan, conservatrice de la photographie au musée McCord-Stewart et commissaire de l'exposition d'Israélie revisité, à vous présenter le contexte qui nous réunit tous et toutes aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup Clara. Je ne vais pas prendre trop de votre temps, mais je voulais juste remercier Clara pour l'organisation de l'événement. Aussi, on a Julien et Elisa et Philippe qui travaillent en coulisses aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, je voulais juste brièvement vous expliquer pourquoi on a organisé l'événement comme dans cette forme-ci. Puis en gros, je trouvais ça important de rendre compte du fait qu'il y a beaucoup de personnes, à part moi, qui ont réfléchi au projet d'Israélie au cours des 50 dernières années. Donc, les conférencières qu'on a réunis aujourd'hui représentent un éventail de ces personnes, pas tous. Par exemple, on a Serge Allaire ici avec nous qui a aussi réfléchi à la question du projet d'Israélie. Il y a Michel Hardy-Vallée et je nommerai aussi Serge Jongué qui n'est plus avec nous. Donc, je pense que ça se résume à ça. Donc, je voulais juste, en fait, inviter des gens qui présentent différents points de vue sur la question pour compléter l'exposition. Alors, merci. Merci Zoé. Effectivement, on vous souhaite un bel après-midi en compagnie de ces conférenciers. Alors, notre premier conférencier est Pierre Dessureau. Spécialiste de la photographie québécoise et canadienne, Pierre Dessureau a produit plus d'une 50aine d'expositions
et publié plusieurs ouvrages au cours de ces années à l'emploi du service de la photographie de l'Office national du film de 1971 à 1984, puis du Musée canadien de la photographie contemporaine de 1985 à 2007. On lui doit, entre autres, des rétrospectives consacrées aux travaux de Sam Tata, de Serge Tousignan, de Michel Campeau et de Pierre Bougaerts, ainsi qu'un survol de la photographie canadienne des années 1960. Depuis 2011, il collabore au magazine Ciel Variable. Sa conférence d'aujourd'hui s'intitule « La vie des images ». Pierre. Merci Clara, merci Zoé de m'avoir invité. Et bonjour tout le monde. Il y a pas mal de visages connus, alors j'espère ne pas vous décevoir. Alors, qui aurait cru que à l'été 1972, que 50 ans plus tard, on parlerait encore de ce projet d'Israéli qui naissait dans l'enthousiasme d'une génération qui découvrait la photographie. Je m'attacherai ici à esquisser à travers les regards croisés des personnalités qui ont marqué le projet et des institutions qui l'ont diffusé, le contexte qui a dessiné les contours de ce moment capital dans l'histoire de la photographie au Québec. Ça, c'est la seule chose sur laquelle on s'entend. C'est un moment marquant dans l'histoire de la photographie québécoise. Et pour ce faire, je vais éviter deux écueils que j'appelle lorsqu'on voit l'histoire. Le premier, c'est de projeter sur le passé des valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui. Et l'autre écueil, c'est d'entretenir l'illusion du retour à la pureté d'un regard premier sur les forces en présence. Alors, vous allez trouver mêlées mes expériences à moi, parce que j'ai vu ce projet-là depuis le début, et je connaissais même les gens avant et jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'arrivée en force du groupe d'action photographique, le GAP, et vous allez voir que souvent je ne fais pas nécessairement la distinction entre les deux parce que c'est un groupe à géométrie variable, mais quand même l'idéologie était la même du GAP et de l'imagerie populaire de Disraeli. Alors, son arrivée en 1972 marque durablement la pratique photographique de toute une génération. Gilles Toupin, alors critique à la presse, ira même jusqu'à proclamer dans son compte-rendu de leur exposition au MAC en décembre 1972, la photographie québécoise est née. Il va se réviser, quelques années plus tard, mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, pour ces photographes dans la vingtaine, portés par l'enthousiasme de l'Expo 67 et la première manifestation du village global dans l'esprit de McLuhan, qui ouvrait le Québec sur le monde et qui surtout mettait au premier plan l'image dans toutes ses déclinaisons. La pratique photographique pour eux s'inscrivait naturellement dans le mouvement de renouvellement en profondeur de la société québécoise qui résultait de la fracture historique que représentait la Révolution tranquille, période déterminante au cours de laquelle le Québec a liquidé la grande noirceur du Plessiste. La photo qui se fait à l'époque est partagée entre la photographie commerciale et une photographie qui se veut autre chose que la photographie commerciale. Alors d'une part, la photographie est occupée à prendre ses distances avec la publicité et le reportage d'actualité qui propose une vision du monde éphémère collée à l'événement. Et par contre, deux camps s'opposent. Le premier, d'un côté, les artistes qui ont adopté le médium pour explorer les nouvelles formes d'expression en rupture avec la production traditionnelle. Et de l'autre, les photographes, comme on se plaisait à les appeler, sans une bonne dose d'ironie à l'époque. Alors, là aussi, il y a deux mouvements. D'un côté, la creative photography qu'on appelait à l'époque, une mauvaise traduction de l'anglais, une mauvaise traduction. La photographie créative, une mauvaise traduction de creative photography en anglais, dont les créateurs étaient occupés à faire valoir la plasticité du médium. Et l'autre mouvement à l'intérieur des photographes, c'était justement celui des photographes documentaires qui souhaitaient explorer le monde qui les entourait et le monde en pleine mutation. Alors, par contre, tous s'occupent à mettre en œuvre la photographie comme un moyen d'expression autonome, doté de ses propres protocoles de production et de ses modes de diffusion.
Alors, pour en venir directement au groupe, celui-ci est créé en octobre 1971 du regroupement spontané de 3 Montréalais, Michel Campeau, Roger Charbonneau et Serge Lorrain, auxquels viendront se joindre en février 1972, Claire Beaugrand-Champagne et les vétérans Gabor Silazy et Pierre Godard. 2 personnages importants. Silazy vient d'amorcer son impressionnant document du passage du Québec de la ruralité à l'urbanité par une série d'images réalisées à l'automne 70 dans Charlevoix. Dans son ensemble, dominent les personnes présentées dans leur milieu naturel. Godard, pour sa part, vient de consacrer, dans un style tout à fait différent, beaucoup plus près de la photographie humaniste européenne, 2 ans à la production de Les Ouvriers, un document fouillé qui suit sur les lieux de travail, dans leur vie familiale ou leurs activités syndicales, les travailleurs d'usine aux 4 coins du Québec. Alors, cette rencontre dans le dialogue de 2 générations, réunies par un même désir d'explorer les questions sociales et de faire connaître des milieux jusque-là inexplorés par l'image, est inédite. Cette communauté d'idées s'exprime dans un credo on ne peut plus clair et on ne peut plus simple. Le groupe d'action photographique est la réunion de 6 photographes ayant une idéologie commune de la photographie. Nous voulons par nos images que l'homme d'ici se manifeste et exprime ses conditions d'existence. Fin de la citation. Et ce, dans le but que la photographie devienne un miroir dans lequel les gens se reconnaissent, se réapproprient leur image et prennent conscience de leur position dans la collectivité. Ce parti pris de vérité de l'image documentaire vient prendre le contre-pied de la publicité qui de plus en plus envahit les masses médias. Michel Campeau évoquait aussi en 1972 ce divorce, et je cite, « La télévision me montre un monde mythique. Tout est beau, les gens sont beaux, riches, grands, forts et en santé. Quand je sors dans la rue, je découvre un monde tel qu'il est et je le trouve tellement différent. » Fin de la citation. Alors, les premiers travaux du groupe, marqués par ce désir d'investir le milieu social immédiat et par un souci constant de communication, trouvent naturellement leur place dans la communauté par des expositions présentées sur les lieux mêmes de leur production. Restaurants, tavernes, commerces de proximité. Et ce qui est intéressant et paradoxal en même temps, c'est que leur première manifestation institutionnelle a lieu à Ottawa, à la Galerie de l'image de l'Office national du film, du service de la photographie de l'Office national du film, en juin 1972, où Campeau, Charbonneau, Beaugrand-Champagne et Lorrain exposent un aperçu de leurs travaux. Paradoxal, pas tant que ça, parce que si l'on se rapporte aux rares débouchés qui s'offrent à la photographie documentaire à ce moment-là, la tradition documentaire est bien vivante et en pleine transformation au sein du service de la photographie qui, à la fin des années 1960, a pris un tournant radical. De photographe officiel du Canada, porteur d'une vision institutionnelle de la réalité canadienne, il se fait le promoteur d'une photographie qui est vue dorénavant comme expression de la vision personnelle du photographe. Cette reconnaissance de l'originalité et de la personnalité des producteurs d'images jettera les bases d'une collection de photographies retenues pour leur qualité photographique et sera à l'origine d'un programme visant à diffuser par le biais d'acquisition et d'exposition les travaux de cette photographie qui se fait. Par l'ouverture au même moment de la Galerie de l'image, que j'ai évoqué un petit peu plus haut, en 1967, le service devient ainsi, j'allais dire l'un des rares, mais probablement le principal débouché pour une génération de praticiens de l'image qui jettent un regard nouveau sur les réalités sociales dans une pratique personnelle. Et les institutions et leurs mandats sont choses inertes. Ce sont les personnes qui les animent, de leurs actions et de leurs idées. Je voudrais ici évoquer une figure restée dans l'ombre, celle de Ron Solomon, qui œuvrant en qualité de photo-éditeur, là encore, qu'on a traduit maladroitement par éditeur des photos, on dirait aujourd'hui conservateur de la photographie, au sein du service de 1966 jusqu'à son décès prématuré en 1974. Son influence sur la génération montante de photographes documentaires fut déterminante. Difficile de cerner ses conceptions sur la photographie, étant donné la rareté d'écrits qu'il a laissés. Et c'est très compréhensible car l'image, à l'époque, se veut toute puissante et se méfie des mots. Tout occupé à se libérer du texte omniprésent
qui vient encadrer et surdéterminer les images des photoreportages qui alors étaient produits en masse par le service. Le discours esthétique, quant à lui, reste le fait de rares individus œuvrant dans les musées et musées qui sont vus par d'aucuns comme des chasses gardées fermées à la photographie qui se fait. La seule exception fut le Musée d'art contemporain dans un éphémère programme d'exposition de photographie, justement en 1972. Dans un texte aux allures de manifeste portant sur les photographies de Charlevoix de Gabor Szilasi, Solomon déclare son attachement à une photographie en prise sur son époque. Et je vais vous lire la citation, bien qu'elle soit un peu longue, parce que c'est le seul de 2 textes que j'ai pu retracer de Solomon. Et je vous dirai plus loin la façon dont son influence a marqué. Et je cite, « Dépourvue d'une esthétique qui lui appartienne en propre, ce qui représente pour elle un net avantage, la photographie, en particulier le documentaire, est devenue un point de rencontre et d'interaction entre l'engagement du photographe, les arts et les sciences sociales. Il est de plus en plus impératif pour le photographe, en tant que témoin engagé, de présenter les problèmes réels et d'enregistrer le progrès social. Chaque photographe doit apporter, à chacune des photographies qu'il fait, son individualité et son jugement. Car chaque sujet, même ceux qui ont été abondamment photographiés, suscite une nouvelle expérience. » Fin de la citation. Alors, cette photographie documentaire vivante et humaniste pour laquelle plaide Solomon se doit non seulement de saisir et de décrire la réalité du moment, mais aussi d'en comprendre et communiquer clairement les enjeux dans des images porteuses d'une somme de connaissances. Pour Solomon, la photographie n'est pas tant affaire de style, d'école de pensée ou encore d'idéologie, mais plutôt d'attitude du photographe engagé dans la réalité du terrain, de conscience sociale et d'ouverture à l'autre. Plus que par ses écrits, c'est dans la rencontre et le dialogue que se manifeste l'influence de Solomon. Dans un échange téléphonique en avril dernier avec Roger Charbonneau, qui, comme nombre de ceux qui, comme lui, ont fait le pèlerinage à Ottawa pour solliciter son avis sur leurs travaux en cours, Roger me parlait d'un mentorat soft. Ron était quelqu'un qui allait chercher des forces, qui était respectueux et non directif. Je cite Roger. C'était un éclaireur qui prend la lampe de poche et éclaire un coin qu'on n'avait jamais vu. Quelqu'un de respectueux qui avait une simplicité d'approche. Un mot revient toujours lorsqu'on parle de Ron, c'est le respect. Respect de la personne que l'on photographie, dont on s'approche pour établir un contact, respect du travail photographique, respect du potentiel et des limites de la technique pour produire des images de qualité. Fin de la citation. Et je pourrais me joindre à Roger et à nombre d'autres parce que moi aussi, je lui ai soumis mes travaux à l'époque et j'ai eu droit, il fallait considérer comme, je pense que je considère ça encore aujourd'hui, comme étant un cadeau de ses commentaires très éclairés et très respectueux. Alors, en définitive, Ron fut un éveilleur et un phare dans le développement de nombreux photographes, un point de référence en ce qui a trait à la culture photographique, un trait d'union entre les personnes et par-dessus tout, un soutien actif de cette nouvelle génération par le biais d'expositions et d'acquisition de leurs travaux. Mentionnons ici 2 expositions collectives résultant d'un appel à tous qui illustre une approche qui se veut inclusive et démocratique. Photo 25, dont il est question rapidement au passage dans l'exposition, en 1972, s'adressait aux photographes de tout le pays de moins de 25 ans et fut pour certains des membres du GAP un premier contact avec le service et avec Solomon. L'année suivante, Canada c'est quoi réunissait encore une fois les travaux venus de partout au pays autour d'une thématique qui faisait couler beaucoup d'encre à l'époque. Ce titre en forme de question, lancé comme un cri du cœur, reste toujours sans réponse. Alors, la recherche pour ce dernier projet a été réalisée par 3 étudiants, Suzanne Urtubis, Diane Ellis et moi-même, lors d'un projet d'été que dirigeait Ron en 1972. Cette recherche s'est adressée tant aux photographes connus du service qu'aux instances œuvrant dans le domaine de la photographie. Signalons ici que les galeries de photographie du Centaure, qui sont devenues plus tard Optica,
et le magazine Ovo, qui tous deux vont devenir dans les années suivantes des joueurs clés dans la diffusion de la photographie à Montréal et au Québec, viennent tout juste d'apparaître. Notre recherche pour cette exposition a donné lieu à la publication de communiqué, un éphémère bulletin d'information qui visait à mettre en lien les institutions photographiques naissantes et des nombreuses initiatives qui apparaissaient un peu partout au pays, et à mettre en lien surtout les personnes et les organismes se consacrant à la photographie. Le GAP et son projet de l'imagerie populaire de Disraeli faisaient la manchette de notre modeste bulletin. Alors, ce dialogue soutenu entre Solomon et certains des membres du GAP vient consolider les positions qui, au cours de l'été 1972, on pourrait dire une convergence d'idées et d'approches qui seront mises à l'épreuve dans le projet d'Israéli, une expérience humaine en photographie. Campeau, Charbonneau et Beaugrand-Champagne, auxquels se joignent le photographe Cédric Pearson et les recherchistes Maryse Pellerin et Ginette Lorrain, s'installent dans cette petite ville pendant 3 mois pour photographier le quotidien de ses habitants. Ce quotidien partagé dans l'ordinairement vécu devient plus qu'une thématique. C'est en quelque sorte une porte d'entrée au partage et à l'expression d'un ensemble de valeurs mises en lumière concrètement dans les activités habituelles des personnes. D'où une approche de proximité, moins soucieuse d'esthétique que de familiarité, qui se traduit dans des instantanés qui saisissent les sujets au naturel, dans le désordre de l'instant. Et ce qui m'amène à évoquer la photographie pratiquée par Ron. J'étais très heureux de voir dans l'exposition cette planche contact tirée de la collection de Michel Campeau qui montrait les 4 vues réalisées au 4x5 par Ron lors de sa visite à Disraeli, ce qui montre son soutien à ce projet. On voit un portrait de la famille Lagueux, qui est tout à fait le contraire de la photo vernaculaire et de l'album de famille que pratiquaient les photographes de l'imagerie populaire. C'est une photo dans la lignée de Walker Evans, de Edward Weston. Il travaille au grand format. Et le peu que j'ai vu de ces sujets, bon, c'était des personnes et c'était des paysages. Alors évidemment, bon, on travaille ici dans la longueur de temps. Les Lagueux, on me dit que ça a pris une après-midi à faire la photo. On a d'ailleurs des images de l'action. Et ce qui est encore un autre paradoxe extrêmement intéressant, Ron ne parlait pas français. Il était très intéressé par ce qui se passait au Québec et je dirais même soucieux et interrogé, mais réceptif. Alors j'imagine un peu le travail d'interprétation qui a dû se faire lors de cette session-là, ça devait être assez mémorable. Alors, ce qui m'amène à conclure au sujet de Solomon, c'est que c'est là le signe d'un véritable passeur qui pose un regard personnel sur ce qui lui est donné à voir. Toujours, bien évidemment, des photographies de ceux qui lui soumettent des images et s'efface. Alors, le véritable passeur ne produit pas de clones, ne tend pas à reproduire ses façons de penser et ou encore de faire produire des œuvres qui sont dans la continuité de son enseignement et de sa pratique. Alors, autre sujet intéressant. Hop là, bon. Alors, autre sujet intéressant, c'est la thématique de la vie ordinaire et de la vie villageoise, qui dans ce cas-là est plus qu'une thématique. Ce sont des idées dans l'air du temps, comme une alternative à l'isolement de la vie urbaine et de la dépersonnalisation de celle-ci, une recherche d'un retour à la nature et à une vie authentique près de la nature. D'autres projets semblables à ceux de Disraeli ont été produits à peu près à la même époque et dans le même esprit et selon beaucoup les mêmes méthodes. Je pense à un projet de Pamela Harris, la Torontoise Pamela Harris, sur une communauté terre-neuvienne, Ursula Heller sur un village du Nouveau-Brunswick, George Thomas au Cap-Breton, Neil Newton et sa communauté dans le sud de l'Ontario.
Peter Thomas à Mabou, au Cap-Breton. Et beaucoup de ces projets-là, comme celui de Claire à Disraeli, se sont retrouvés dans une exposition qui s'intitulait La vie quotidienne en 1973 à la Galerie de l'Image. Alors, ce que ces communautés ont en commun, c'est qu'elles se situent en marge des grands centres. Et ainsi, elles ont conservé un caractère d'authenticité et d'identité qui leur soit propre, et une certaine homogénéité aussi. Alors, si personne ne s'entend sur une définition canonique de la photographie documentaire, il n'en reste pas moins que l'intention documentaire, ou ce que Walker Evans appellera le style documentaire, s'affiche clairement dans les photographies qui rendent compte de l'expérience d'Israéli. Insertion prolongée dans la communauté, primat de l'information et de la description, souci de vérité factuelle, approche frontale des personnes, image où prime la clarté, présentant en toute simplicité les sujets, juste distance avec ceux-ci, dans une complicité affichée, mise en retrait du photographe et surtout refus de l'effet stylistique. Ceci en continuité avec les positions du groupe, inspirées par les classiques de la culture photographique du moment, auxquels il se réfère dans plusieurs de ses textes, Jacob Riis et Louis Hine, Walker Evans et la Farm Security Administration, W. Eugene Smith, Dorothea Lange, Bruce Davidson et The Concerned Photographers. En conformité avec sa conception d'une pratique photographique qui soit expérience de communication, d'animation et de prise de conscience, le groupe organise au cours de l'été 3 expositions du travail en cours dans les lieux publics auxquels sont conviés les citoyens de la ville. Et c'est très bien représenté dans l'exposition. Il faut aller voir cette espèce de célébration communautaire auquel donnaient lieu ces expositions. L'ensemble des images, et ça devient extrêmement intéressant, l'ensemble des images réalisées fait l'objet d'une exposition bilan aux Galeries de photographie du Centaure. Là encore, bien illustré dans l'exposition, toujours à Montréal en décembre 1972. La présentation sur le mode du foisonnement et de la prolifération regroupe près de 500 images organisées en îlots thématiques permettant de restituer l'expérience dans son ensemble et de mettre à jour des lignes de force dans le travail d'investigation réalisé sur le terrain. Cette manière de présenter les images n'entend pas constituer une proposition esthétique fermée sur elle-même, dans laquelle, ou encore composer un portrait exhaustif de la municipalité, dans lequel le travail du groupe apparaîtrait comme un tout homogène. Il s'agit plutôt de montrer un processus dont l'issue reste ouverte et dans lequel les images sont confrontées les unes aux autres pour constituer une première réflexion sur une expérience qui prend le risque de se montrer dans toute sa diversité, sans faire l'impasse sur ses forces et ses faiblesses, qui les unes comme les autres font sa force. Alors le sujet d'Israéli dans cette présentation devient le point unificateur d'une intention commune qui, loin de se fondre dans une vision unique, s'affirme dans une communauté d'approches qui s'additionnent pour rendre compte d'une expérience vivante et singulière. On pourrait épiloguer ici sur l'apparition, et c'est assez marqué, d'individualité dans le groupe. Chacun approche soit un certain nombre de thèmes, ou soit d'une certaine manière, et ça se dessine assez clairement. Alors, l'exposition à la Cinémathèque en mars 1974 et la publication au même moment de l'album, qui regroupe 119 photographies, constituent la version finale du projet. Les participants à cette aventure expliquent leur démarche dans le texte d'introduction à l'exposition. Les photographies de cette exposition vous parlent des gens d'Israéli, un petit village des cantons de l'Est du Québec. Elles témoignent de la relation toute personnelle et subjective que nous avons eue avec les gens et leurs activités. Nous vous présentons nos amis tels que nous les avons vus et perçus durant l'été de 1972. Nous pensions avoir beaucoup à donner, nous avons beaucoup reçu. Nous avons appris la simplicité, la spontanéité, l'amitié. Fin de la citation.
Alors, c'est une toute autre histoire lorsque 18 photographies extraites du projet sont publiées sur 7 pages dans l'édition du 9 février de Perspective. Supplément illustré tiré à 550 000 exemplaires, encarté dans tous les quotidiens du Québec. Les élites, maires en tête, curés et autres notables, reprochent à l'équipe d'avoir profité de la bonté des habitants pour dénigrer leur municipalité. Le maire Guertin, en tête, monte aux barricades dans une déclaration rapportée par le Progrès de Thetford dans son édition du 19 février. C'est révoltant de constater que ces gens aient complètement ignoré que Disraeli offre à sa population les services professionnels de médecins, avocats, notaires, pharmaciens, que c'est un centre d'approvisionnement qui dessert la population environnante. Nous avons un foyer moderne pour vieillards. Que dire maintenant de nos nombreux corps publics, tels que le Club Aramis, Lyon, Chevalier de Colomb, les Filles d'Isabelle, la Chambre de commerce et autres. Tout cela a été omis. Fin de la citation. Et ces propos ne sont qu'un exemple, parmi d'autres, des reproches adressés aux photographes du groupe et surtout à leurs images. On en a de multiples exemples à la fin de l'exposition, ce qui montre à quel point ce projet a fait jaser. Alors, ce à quoi les membres du collectif répondent du tac au tac, dans une lettre ouverte adressée aux gens de Disraeli, des polyvalentes, des hôtels, et je cite, des polyvalentes, des hôtels de ville, des montagnes et des lacs, il y en a partout à travers le monde. Disraeli possède un trésor différent, les gens qui l'habitent. Ces mêmes gens, nous sommes fiers de les avoir connus, et pour nous, leurs photos sont devenues partie d'un album de famille. Fin de la citation. On ne peut accuser les photographes d'avoir travaillé dans le secret à une entreprise de fausse représentation et de dénigrement, étant donné les nombreuses manifestations organisées dans la communauté par lesquelles le groupe montrait les avancées de son projet. Ce sont les élites qui accusent les auteurs de fausses représentations et d'abus de confiance et qui se substituent aux premiers intéressés, les personnes représentées qui se sont prêtées de bonne grâce au projet. Ce sont les notables qui se sentent trahis du fait que l'on n'ait pas chanté les beautés naturelles de leur ville et son potentiel de développement économique et touristique. Pierre Vallière, en réponse, OK, je vais abréger justement cette section sur la controverse, parce que je suis sûr que mes collègues vont l'aborder peut-être plus en profondeur que moi. Pierre Vallière propose de son côté une vision marxisante, et c'est d'ailleurs, je pense, une des choses qui a beaucoup chicoté les gens de Disraeli, c'était le passé de Vallière et sa réputation qui lui collait à la peau, bien qu'il ait abandonné le FLQ et l'action violente. Et je vais juste vous donner l'essentiel, je pense, dans cette citation. Et je cite, « Le devoir social de l'artiste est justement de faire apparaître la vérité de toute chose, vérité souvent masquée par une foule de techniques politiques, culturelles et publicitaires qui visent au maintien du statu quo. Il doit toujours prendre parti pour la vérité, même au risque du mépris. » Et Henri Barras, un peu plus tard, dans un article lui aussi du Devoir, rappellera le devoir de l'artiste, qui est rappelle le droit souverain de l'artiste, parce que l'art, et je cite, n'est que la réflexion forcément partielle d'un homme dans la globalité de la vie, parce que l'art est tributaire d'un choix, de celui qui le fait et de celui qui le regarde. Alors, si les images sont le produit de la subjectivité de l'artiste, engagé dans son expression, le regard du spectateur qui investit ces mêmes images dans un acte conscient est lui aussi s'assurer de la culture et de l'expérience du regardeur, tout autant que du savoir du moment, et ceci avec la part d'angle mort que celui-ci comporte. C'est dans cet esprit que je relis le texte que j'ai écrit à l'époque et qui fut publié dans l'édition du 27 mars du quotidien Le Jour. Loin de moi l'idée de croiser le fer avec Vallière, je souhaitais rendre compte d'une expérience dont j'étais au fait de par ma position au service de la photographie. Je voulais surtout mettre en lumière une approche sensible et radicalement nouvelle de la photographie documentaire
qui s'inscrivait dans le bouillonnement culturel de l'époque et qui, pour une première fois, se donnait pour mission de peindre un portrait juste de la vie d'un village québécois à l'été 1972. Je concluais sur un questionnement qui allait inspirer durablement mes recherches, et je me cite, « La photographie documentaire nous plonge au cœur de l'histoire, nous situe par rapport à notre passé et à notre présent, et reste comme une sorte de mémoire collective. » Et j'espère avoir montré que les images ont une vie propre et sont des créatures historiques, sujettes à des réinterprétations successives au fil des regards qui se posent sur elles et des savoirs qui viennent les enrichir. Et je laisse le mot de la fin à l'écrivaine d'origine biélorusse et ukrainienne Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature 2015, dont tous les livres sont composés d'un montage de voix qui sont autant de documents témoignant de l'incidence des faits historiques sur l'âme déchirée de la Russie post-soviétique. Elle énonce dans son discours de réception du Nobel cette vérité toute simple. Les documents sont des êtres vivants. Ils changent en même temps que nous. Poursuivons avec la conférence de Mona Hakim. Détentrice d'une maîtrise en études des arts de l'UQAM, Mona Hakim est historienne de l'art, critique, autrice et commissaire. Depuis plusieurs années, ses recherches portent sur divers enjeux liés à la photographie contemporaine et actuelle. Elle a rédigé de nombreux textes critiques et essais, dont les plus récents ont paru dans les monographies de Chuck Samuel, Isabelle Ayer et Bertrand Carrière. À titre de commissaire, elle a réalisé plus de 25 expositions. Elle a enseigné l'histoire de l'art et l'histoire de la photographie au collégial de 1995 à 2015. Sa conférence d'aujourd'hui s'intitule « L'enseignement de Disraeli ». Mona, c'est à toi. Alors, bonjour à tous. Merci Zoé, merci Clara pour l'invitation. Alors, je ne parlerai pas de la controverse de Pierre Vallière. Bon, alors, je vais parler de comment situer, enseigner, analyser aujourd'hui Disraeli, une expérience humaine en photographie, en regard de l'actualité et d'une esthétique photographique sociale assumée. Comment démontrer que ce projet photographique a été considéré comme un moment marquant dans l'histoire de la photographie au Québec? Un projet créé essentiellement dans la bonhomie, avec une certaine candeur, en terrain rural, plutôt méconnu du public, la municipalité comme le projet d'ailleurs, et dont on parle aujourd'hui avec parcimonie dans les ouvrages, tout aussi parcimonieux, portant sur la petite histoire de la photographie québécoise. Ces questions se sont posées à travers mon rôle d'enseignante au collégial dans le cadre de mes cours en histoire de la photographie au Québec. Il n'y a pas de réponse exacte à ces questions, ni de formule type pour tenter de les résoudre, si ce n'est de réussir à rattacher les nombreux fils, tantôt retors, tantôt contradictoires, qui tissent la toile de cette aventure photographique. Du point de vue des étudiants, et dans leurs propres termes, les photographies se révèlent plutôt amusantes, authentiques, sympathiques, voire même émouvantes. Ils les prennent pour ce qu'elles sont. Des références avec Walker Evans leur sont rapidement venues à l'esprit. Ils avaient déjà étudié dans une session précédente. Un portrait, toutefois, qui se transformait sur leurs yeux au fur et à mesure que se dépliaient les pages du récit qui l'encadrait, et dont ils arrivaient mal à en saisir les tumultes. Leur étonnement n'a peut-être rien de surprenant, mais permet de mesurer l'impact de la distance historique sur la perception des images. Pour eux, comme pour le public en général, je présuppose, le décalage entre la ville et la ruralité,
une des sources de la controverse autour de Disraeli, ne pose pas vraiment de problème. Le retour à la terre chez certains jeunes étant même valorisé, excluons bien sûr ici les scènes plus folkloriques du projet, qu'ils savent d'une autre époque ou qui leur sont parfaitement inconnues. L'impact social et médiatique des images dans la sphère publique et les notions d'éthique et d'interdit qu'elles soulèvent ne leur sont pas non plus étrangers. Ils sont de leur époque. Enseigner Disraeli, c'est donc mesurer les modalités de cette distance historique sous la lorgnette de la société actuelle. C'est prendre à rebours le contexte socio-politique et culturel des années 60 et 70, aborder quelques-uns des multiples débats et transformations sociétales qui ont eu cours à cette période, parcourir le dossier médiatique et les grandes lignes de la polémique de l'époque autour du projet. Enseigner Disraeli, c'est aussi ouvrir un espace de réflexion sur la manière de positionner la photo documentaire comme pratique artistique ou subjective dans les années 70, année au cœur d'importantes transformations sur la scène photographique au Québec. C'est examiner la trajectoire qu'a empruntée dès lors la photographie documentaire dans l'histoire de la photo au Québec jusqu'à aujourd'hui. Autrement dit, vérifier l'existence ou pas de la filiation entre Disraeli et les pratiques actuelles, son impact ou pas par rapport aux mutations esthétiques qui ont suivi. Vaste programme à enseigner pour un exposé qui devait être développé à l'intérieur d'un cours de 3 heures, mais qui s'est finalement poursuivi dans les 2 cours subséquents. Je n'ai pas l'intention de vous donner un cours sur l'histoire de la photo, n'ayez crainte, mais plutôt survoler en 15 minutes cette trajectoire qu'a emprunté le documentaire social au cours des 50 dernières années, avec ses points de rupture et ses probables filiations. Portée par l'esprit identitaire nationaliste des années 60 et 70, la photographie documentaire québécoise aura édifié les fondements de son propre langage, celle de cerner l'image de l'homme québécois dans sa réalité quotidienne, d'adopter un point de vue centré sur la banalité du quotidien, sur l'ordinairement vécu, du désir de produire des images auxquelles il est possible de s'identifier à travers une approche directe et une frontalité stricte, le face-à-face avec le sujet. Les photographies du projet Disraeli sont ainsi en étroite ligne avec la démarche du cinéma vérité d'un Pierre Perrault ou d'un Michel Brault, des photographies de Charlevoix de Gabor Szilasi et de la littérature de Michel Tremblay des années 60, entre autres. Elles prennent également source dans certains travaux documentaires américains, mais plus précisément dans l'humanisme lyrique du documentaire européen. L'immersion des photographes dans une communauté rurale en 72 semble toutefois contribuer à la fin d'un cycle du collectif qui s'en va dans un village, j'entends, si je puis dire, alors que la ville, son patrimoine architectural malmené, le bien-être du citoyen et de la collectivité, les revendications populaires et communautaires, les faits divers et les rituels urbains, inaugurent un nouveau répertoire d'interventions sociales et culturelles, indissociable néanmoins de l'affirmation d'une identité nationale. Dorénavant, tous les artistes du collectif, du GAP, poursuivront individuellement leur travail dans cette optique en s'infiltrant habilement dans le tissu social. Les années 60 et 70 sont sans conteste une période charnière pour le documentaire social au Québec, mais sa reconnaissance, tout comme celle de la photographie documentaire en général, par ailleurs, historique comme déjà vers la fin des années 90 et la première décennie 2000, Ayer et Riedman font partie d'un noyau succinct de photographes déterminés à explorer les territoires post-industriels impliquant une standardisation des milieux habités et des fractures territoriales et sociales qui se trament en sourdine. Benoît Aquin entamera également au début 2000
une série de projets à dominante écologique, tels que la chasse, documentant le rapport des chasseurs québécois avec leur environnement, le Grand Nord, exposant des conséquences du changement climatique sur les pratiques ancestrales des Inuits, le Dust Bowl chinois, une enquête sur la désertification d'origine humaine au nord de la Chine, et Mégantic, un corpus sur les conséquences de la tragédie qui mise davantage sur l'aspect formel, avec une dimension nettement picturale des photographes. Michel Huneau également a aussi fait un travail sur Mégantic. Poursuivant la lignée, ce sont les Michel Huneau, quoique celui-ci porte depuis longtemps le flambeau de l'engagement social, les Maryse Goudreau, Emmanuel Léonard, Jessica Auer, Andreas Ruchauskas, Thomas Grubulaire, parmi d'autres, qui retiendront l'attention. Mais qu'est-ce que le post-documentaire? Selon les formules consacrées, le post implique une rupture, une mise en cause du modèle antérieur. Bien, mais encore faut-il clarifier les assises de ce dit modèle. Tâche complexe, tant il a plusieurs têtes, on le dit plus haut. Le post-documentaire semble néanmoins proposer une conciliation entre exigences documentaires, dans l'idée de témoigner des faits tout en abolissant la distance entre le photographe et son sujet, et des préoccupations esthétiques. Les productions photographiques qu'elles sous-tendent laissent infiltrer des procédés et des sujets de nature autre, quoique pas toujours nouveaux, afin de mieux assouplir, contourner, perturber et questionner les règles et la fonction documentaire de la photographie. L'historien et critique d'art Nicolas Bourriaud préfère, lui, le préfixe « alter », qui, précise-t-il, pourrait aujourd'hui désigner la fin de la culture du poste et relever ainsi à la fois de la notion d'alternative et de celle de multiplicité. Alter, dira-t-il encore, désigne un autre rapport au temps, non plus dans l'après-coup d'un moment historique, mais le déploiement infini du jeu des boucles temporelles au service d'une vision de l'histoire en spirale, qui avance tout en revenant sur elle-même. Ce qui m'amène à conclure sur la production de relativement jeunes photographes, j'en ai choisi 4, dont la démarche est bien ancrée dans une approche documentaire et sociale. Leurs préoccupations portent, pour la plupart d'entre eux, sur la question de notre relation avec le territoire, en optant pour un travail ça va vous revenir, là, ces notions-là, vous allez faire des liens, en optant pour un travail d'investigation au sein même des communautés en place, autrement dit, une expérience du territoire avec les gens qui l'occupent, abolissant ainsi la distance entre eux et leurs sujets. Un travail d'immersion, de proximité, d'intimité et de longue durée, dans la lignée du photoreportage, s'en distanciant toutefois par une démarche encore une fois plus personnelle et plus artistique. Il se pose en témoin d'un monde marqué par le temps, par les éléments naturels ou sociologiques, par des enjeux identitaires, locaux et à la fois collectifs. Une photographie d'auteurs dont la mouvance de leurs prédécesseurs, qui sont devenus des références à cet égard, à l'extérieur, c'est les Robert Frank, Koudelka, Smith, Lyon, Davidson et autres Paul Strand. Ce sont, d'abord, Charles-Frédéric Ouellette, avec son projet Le Naufrage, qui nous introduit dans le quotidien des pêcheurs le long des côtes du fleuve Saint-Laurent. L'usage du noir et blanc, la saturation des noirs, les hauts contrastes, les panoramiques, les plans rapprochés, l'artiste demeure au plus près de ses sujets, les angles de vue singuliers, nous plongent au cœur de l'action et insufflent au sujet représenté une intensité dramatique et à la fois poétique. Ici, les marques du passé semblent revivre en temps réel, portées par la force des vagues, en hommage à l'histoire de cette activité maritime qui tend vers le naufrage.
C'est aussi Ioannis Mangué, qui est dans le même esprit. Des tableaux de chasse réalisés entre 2011 et 2014 à Gapic rendent compte d'un enjeu maritime, celui de la chasse aux phoques. Elle est au nombre de quelques autres séries chez lui qui traitent des problématiques locales et le déclin de leur activité ancestrale, problématiques qui lui sont chères. Avec ses clichés en noir et blanc, jouant également des contrastes et des textures, Mangué veut capter ce qui se cache de noble dans le difficile travail de ces artistes chasseurs, des communautés qu'ils visitent au gré de leurs différents territoires et qui luttent pour leur survie. Ici, on pourrait aussi, la question de l'éthique peut être aussi un des enjeux là, qui pourrait être abordé à travers le travail de Ioannis Mangué. Le regard respectueux que porte l'artiste envers ses sujets parviendra peut-être à combattre les préjugés dont ils sont victimes. C'est un autre de ses projets. Bon, Jean-François Hamelin, c'est un peu différent, mais ça reste quand même dans un tout autre registre. Le travail plus contemplatif de Jean-François Hamelin montre un territoire jadis prospère, le Témiscamingue, mais qui a vu disparaître ses repères au fil du temps. Par une série de nombreux voyages là-bas, il s'est laissé guider par ses errances et ses diverses rencontres, témoignant du sentiment d'immobilité qui y règne, d'un état de transition et d'une identité intangible qui porte à réflexion. La fragilité dans le regard du photographe ici est palpable. Œuvre de silence et de solitude, elle nous renvoie à nos propres expériences du territoire, à notre propre engagement envers nos sources identitaires. Toujours dans le même projet. José Schreier, un peu dans la même optique avec sa série Sur la Rouge, José Schreier a créé une série dédiée à son père. Dans cette sorte de journal intime, là aussi d'une grande fragilité, elle écrit « À mon père, je regrette d'être parti aussi longtemps ». Des prises de vue spontanées, en région éloignée, où le silence, la solitude, la simplicité, la tendresse témoignent avec bienveillance du temps qui passe. Pourquoi ces photographies? Parce qu'elles peuvent répondre à leur façon à cette idée de filiation probable que j'ai mentionnée en introduction. Leur humanisme, leur intégrité, le respect des photographes envers leur sujet traversent ces nouveaux territoires identitaires et traduisent bel et bien une expérience humaine en photographie. Voilà. Merci, Mona. Alors, la conférence d'Alexis Desgagnés conclura ce premier panel. Alexis Desgagnés est engagé dans une recherche polymorphe, explorant divers champs de la création et interrogeant l'inscription de la culture québécoise dans l'histoire. Grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, il a publié en 2015 un premier livre intitulé « Banqueroute des éditions du Renard », un recueil alliant photographie et poésie. Son second livre d'artiste, Ammoniaque, apparu aux éditions du Renard en 2021. Sa conférence d'aujourd'hui s'intitule « D'Israéli » ou le caractère anecdotique de l'esthétique documentaire en photographie. Alors, je vais parler un petit peu de la controverse. Bonjour tout le monde.
je remercie le musée McCord et notamment Zoé Tousignan pour l'invitation qui m'est faite de venir aujourd'hui présenter brièvement un projet avorté dont j'ai été l'instigateur en 2012. Bien que le dit projet fût classé sans suite par les aléas de l'histoire et de la création artistique, je suis heureux de pouvoir partager avec vous quelques idées et anecdotes liées à ce projet, espérant humblement que celles-ci puissent nourrir au moins un peu notre réflexion et notre appréciation commune de la photographie en général et de l'esthétique documentaire en particulier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite profiter de la présence de Pierre Dessureau pour le remercier également de sa générosité lors des divers échanges qu'on a eus ensemble au sujet de l'expérience humaine de 1972, ainsi que pour la documentation qu'il n'a pas hésité à partager avec moi. Enfin, je remercie également Michel Campeau pour les discussions enrichissantes qu'on a eues ensemble sur la photo au fil du temps. N'ayant pas encore eu le plaisir de visiter l'exposition d'Israéli revisité, je tiens à m'excuser à l'avance si cette exposition répond déjà aux quelques hypothèses que j'entends formuler dans ma présentation et qui portent sur le caractère anecdotique de la photographie documentaire. Par souci de cohérence avec mon sujet, je profiterai de l'occasion qui m'est donnée de parler du projet de 2012 en le faisant sur un mode anecdotique. En 2012, donc, je travaillais depuis quelques années au Centre d'artistes autogéré VUE à Québec. C'est dans ce contexte que j'ai commencé à me familiariser davantage avec l'histoire de la photographie au Québec, histoire qui reste en grande partie à écrire et à propos de laquelle, à ce jour, il n'existe malheureusement aucun ouvrage de référence qui en ferait la synthèse. Ce manque explique sans doute le fait que, n'ayant pas eu l'occasion de me frotter substantiellement à cette histoire pendant mes études en histoire de l'art, ce n'est qu'en travaillant dans un centre d'artistes dédié à la photographie que j'ai enfin pu commencer à apprécier la richesse de ce patrimoine photographique, notamment en rencontrant plusieurs artistes venant au centre pour produire et diffuser leur travail. Mais encore, VUE possédait, et possède encore, une importante collection de livres sur la photographie mise à la disposition de ses usagers, collection que j'ai arpentée à loisir et qui a joué un rôle significatif dans le développement de mon intérêt pour le livre de photographie. Dans cette collection, j'ai pu découvrir de nombreux livres de photographie produits au Québec, notamment, bien entendu, le désormais classique de l'esthétique documentaire des années 70, qui nous réunit aujourd'hui, que constitue l'ouvrage d'Israéli, une expérience humaine en photographie de Claire Beaugrand-Champagne, Michel Campeau, Roger Charbonneau et Cédric Pearson. Publié en 1974 par les publications de l'imagerie populaire, ce livre avait déjà pour lui-même un atout le distinguant de tous les autres livres de la collection de VUE, atout propre à exciter l'intérêt de mon collègue d'alors, Charles-Frédéric Ouellette, et moi, que mon collègue d'alors et moi nourrissions pour les livres de photographie, sa forme. Un petit boîtier de carton réunissant plus d'une centaine de photographies imprimées individuellement et non reliées, accompagné de 2 textes présentant le corpus de l'ouvrage. Signé par les artistes, le premier de ces textes, loin de se perdre dans des explications théoriques, exprimait plutôt déjà toute la sincérité, l'humilité et l'humanité du regard qu'avaient posé les photographes sur leur sujet, les Lagueux, les Brouard, les Bouffard, les Lajeunesse, les Gosselin, les Vaillancourt et tous ces autres, ces inconnus habitants la petite ville de Chaudière-Appalaches avec lesquels les photographies illustrant l'ouvrage, malgré la distance de l'espace et surtout la distance du temps, nous permettaient de faire connaissance. En novembre 2011, l'idée a commencé à germer dans mon esprit de profiter du 40e anniversaire de l'expérience humaine de 1972 pour retourner à d'Israéli, et ce, avec 2 objectifs en tête. D'une part, il s'agissait d'aller constater de visu si la ville s'était significativement transformée depuis les années 70. D'autre part, réinvestir le sujet de d'Israéli permettrait peut-être d'aborder la question d'une autre transformation, soit celle du langage photographique et de l'esthétique documentaire. Il importe ici de rappeler, mais Mona a vraiment bien expliqué, donc je vais le faire vraiment brièvement, qu'à partir des années 1980, plusieurs artistes ont mis en question une certaine hégémonie de l'esthétique documentaire dans la photographie québécoise, se tournant vers l'exploration d'autres avenues de la création photographique. Étant conscient de ce fait,
Je me suis donc proposé d'inviter quelques artistes à se rendre à Disraeli, présumant que l'hétérogénéité des pratiques contemporaines en photographie permettrait peut-être de renouveler le regard posé sur un sujet photographique important de l'histoire de l'art au Québec. Au fil des mois suivants, en discutant avec Charles Frédéric et Yann Giguère, une petite mission photographique informelle commença à prendre forme, avec pour seul mot d'ordre la liberté de création la plus complète et l'utilisation de la photographie noir et blanc. Ce parti pris pour le langage du noir et blanc était justifié par deux raisons. D'une part, par le souci de créer une correspondance formelle avec les photographies de 1972. D'autre part, parce qu'en 2012, il nous semblait que le recours de plus en plus généralisé aux appareils numériques occasionnait une sorte d'éclipse du noir et blanc dans la production photographique contemporaine. Éventuellement, cette dernière contrainte fut jugée superflue et donc abandonnée. Outre moi-même, Rodrigue Bélanger, Ève Cadieux, Pierre Gauvin, Yann Giguère, Emmanuel Léonard, Célia Perrin-Sidarouste et Charles-Frédéric Ouellette participèrent d'une manière ou d'une autre au projet. À l'exception d'Emmanuel Léonard, toutes les personnes précédemment nommées effectuèrent au moins un, sinon quelques séjours à Disraeli. Cependant, dépourvues de moyens techniques et financiers, et ne reposant que sur l'intérêt et la volonté individuelle des artistes impliqués, la mission photographique de 2012 ne généra, selon moi, aucun résultat significatif. Conséquemment, aucune tentative ne fut engagée afin d'organiser les images réalisées lors de cette mission en un corpus cohérent, voire en une exposition, une publication. À cela s'ajoute, je dois l'avouer, mon incapacité à porter plus avant ce projet, et ce pour des raisons personnelles et professionnelles, mais à culpa. Afin de donner un aperçu du projet avorté de 2012, j'aimerais présenter ici quelques-unes de ces images. Pour ma part, je me rendis à Disraeli à 2 occasions avec Charles-Frédéric Ouellette. J'aurai l'occasion de revenir sur notre expérience de la petite ville dans un instant, mais voici tout de même une photographie Polaroid réalisée par Charles-Frédéric et qui montre l'intersection des rues Montcalm et Champlain à Disraeli, soit la même intersection que celle que l'on voit dans l'image prise en 72 par Roger Charbonneau et qui ouvre la publication de 74. Fidèle à sa démarche intéressée par l'obsolescence des lieux et des objets, Ève Cadieux a posé un regard en quelque sorte nostalgique sur divers endroits visités à Disraeli et s'est intéressée à certains signes témoignant du passage du temps sur la ville. Rodrigue Bélanger a quant à lui réalisé des photomontages montrant souvent des bâtiments que l'artiste s'est amusé à reconstruire ou à modifier à l'aide d'un logiciel de traitement de l'image, faussant ainsi à dessein notre perception du réel. Pierre Gauvin est le seul artiste de l'équipée de 2012 ayant rejoué la carte de l'expérience humaine. Allant à la rencontre des gens, Pierre a réalisé plusieurs portraits de personnes vivant en Disraeli, en plus de produire des enregistrements sonores de ses conversations avec ses sujets. Ce travail de Pierre figure sur son site Internet, je le mentionne car une de ses conversations témoigne du changement de perception de la population d'Israéli vis-à-vis des photographies réalisées en 1972. Je pense que c'est le sujet ici qui s'exprime, si ma mémoire est bonne, mais je vais revenir sur le sujet un peu plus loin dans ma présentation. À ma connaissance, les seules images réalisées en 2012 ayant été diffusées avant aujourd'hui ont été produites par Yann Giguère. Originaire de d'Israéli, Yann a inséré certaines de ces images dans sa série Visite libre. On en trouve également quelques-unes dans la monographie de l'artiste publiée dans le cadre de la rétrospective que le Musée d'art de Joliette a consacrée à son travail en 2016. Malheureusement, je n'ai pas pu remettre à temps pour la présentation d'aujourd'hui la main sur les photographies réalisées par Célia Perrin-Sidarouste. Les images que cette dernière m'avait à l'époque envoyées étant possiblement perdues dans les dédales d'un disque dur, sans doute égaré lors de mes nombreux déménagements. Cependant, je me permets de citer l'extrait d'un échange qu'elle et moi avons eu au sujet de son passage à d'Israéli, extrait qui donne matière à réflexion. Célia revient ici sur le sentiment qu'elle a éprouvé lorsqu'elle photographiait à d'Israéli. Je cite. « Plus j'y pense, plus je me sentais comme une sorte d'intrus lorsque je prenais ces photos. J'avais constamment peur de me faire prendre. Je me souviens que je me cachais pour prendre les photos ou j'essayais de faire ça vite.
parce que je crois que j'avais l'impression de faire quelque chose de croche. En fait, ça a été très différent pour moi de prendre ces photos comparativement à d'autres projets, et je me sens tellement loin en ce moment de cette façon de travailler, depuis que je travaille surtout en atelier, dans un espace très contrôlé, avec des objets. Drôle d'y revenir pour moi. Fin de la citation. J'ai toujours eu des doutes quant à la consistance et à l'intérêt du corpus d'images qui furent produites lors de la mission de 2012. Principalement parce que le maigre butin que nous avons constitué me semble, en tant qu'ensemble, dépourvu de la qualité et de l'intensité des photographies réalisées en 1972. A posteriori, si l'intention ayant justifié la réalisation de cette mission était sans doute valable et pourvue d'un certain intérêt, les quelques heures passées par chacun de nous sur le terrain, à marcher dans les traces de nos devanciers, étaient bien insuffisantes pour que nous puissions véritablement nous familiariser avec l'Israélie et ses habitants. En dépit du fait que nous nous référions aux codes de la tradition documentaire, que ces codes aient été assumés ou détournés dans nos démarches respectives, pouvions-nous vraiment prétendre documenter cette réalité sans pour autant porter en nous la rigueur éthique attendue de l'approche documentaire? Au fond, loin d'avoir la profondeur de l'expérience de 1972, notre démarche s'est limitée à une sorte de repérage impressionniste de l'Israélie et ses environs. Alors que Claire Beaugrand-Champagne, Michel Campeau, Roger Charbonneau et Cédric Pearson, tels des narodniki modernes, sont allés sans hésiter à la rencontre de la population d'Israélie, nous avons simplement joué les chasseurs d'images, ce qui explique peut-être le sentiment d'inconfort décrit par Célia, que je partage également. En ce qui concerne mes propres... on est rendu là. En ce qui concerne mes propres passages à d'Israélie, je retiens toutefois 2 anecdotes qui, à elles seules, auront justifié pleinement le déplacement dans mon esprit. La première concerne la visite que Charles Frédéric et moi avons faite au Salon de quai d'Israélie, armés de nos caméras et de ma copie de la publication de 1874, copie imprimée à partir de la numérisation que Yann Giguère avait faite d'un exemplaire du livre prêté par Michel Campeau. En entrant dans le Salon de quai, nous étions loin de savoir que ces derniers appartenaient en fait au fameux Rénald Lagueux, jadis photographié par Cédric Pearson en train de faire les foins. Ayant définitivement troqué la fourche pour la boule de quille, M. Lagueux nous a généreusement accueillis et parlé de ses souvenirs très positifs de l'expérience humaine de 1972. J'ai d'ailleurs pu lui faire autographier ma copie de l'ouvrage parce que mon intérêt pour le projet d'Israélie a fait de moi une sorte de groupie des gens qui figurent dans ce projet. Comme les protagonistes des films de Pierre Perrault, ces personnes m'apparaissent en quelque sorte comme des personnages désormais mythiques de notre histoire culturelle. Sans même que je les connaisse, je nourris à leur égard un sentiment d'attachement imputable à la force du témoignage laissé dans la culture québécoise par ces désormais non moins mythiques photographies. Mais revenons un peu au Salon de quilles. Il ne fallut pas beaucoup de temps pour que, une après l'autre, les parties s'interrompent et qu'une petite foule se rassemble autour de la médiocre copie boudinée. Au fur et à mesure du défilement des pages, et malgré la piètre qualité des reproductions des photographies, on entendait se multiplier les « Ah, c'est toi mon oncle !» et autres interjections enthousiastes exprimant le plaisir suscité par la découverte de ces images que la plupart des joueuses et des joueurs n'avaient jamais vues. La seconde anecdote concerne une discussion que Charles Frédéric et moi avons eue avec la dame qui nous a hébergés dans son gîte lors d'une de nos visites à d'Israélie. Comme elle devait bien avoir la soixantaine passée, si ce n'est davantage, je lui ai demandé si elle gardait un souvenir du passage en 1972 de photographe montréalais à d'Israélie. Non seulement elle se souvenait très bien de tout ça, mais elle se rappelait également le tort que leurs images avaient causé à la réputation de son patelin, que ces images présentaient ce dernier de manière misérable, que ces artistes de la grande ville s'étaient bien moqués de la population d'Israélie, etc., etc. Reconnaissant très bien dans son propos les arguments et les discours qu'avaient déployés les élites d'israéliennes lors de la polémique médiatique entourant la diffusion en 1974 de quelques-unes de ces photographies dans le supplément Perspective, j'ai demandé à la dame si ces fameuses images, elle les avait déjà vues, et si ce n'était pas le cas, si elle souhaitait enfin les voir.
Comme elle n'avait effectivement jamais eu l'occasion de les voir, elle accepta de les regarder. Je lui ai donc remis ma copie de la publication, puis Charles et moi l'avons laissé prendre connaissance de l'ouvrage. Elle ne mit pas longtemps à avoir les yeux remplis de larmes et à lâcher quelque chose comme « Mais c'est exactement comme dans le temps ». Le contraste entre le discours de la dame et son appréciation manifeste des photographies de 72 me chicote depuis la mission de 2012. En fait, ce contraste exprime l'opposition diamétrale qui existe entre la vérité du témoignage livré par ces images d'une part et leur jugement défavorable par les élites israéliennes, jugement apparemment assimilé par une partie de la population de la petite ville d'autre part. Procédant d'une intention artistique portée par une véritable éthique documentaire, ces photographies ont toujours constitué des documents exposant la teneur et l'intensité de l'expérience humaine vécue par leurs autrices et auteurs, une expérience profondément subjective de l'ordinairement vécu, pour parler comme Pierre Vallière, que les élites d'alors, probablement aveuglées par le même fétichisme économique que celui qui nous gouverne encore aujourd'hui, n'étaient pas en mesure d'apprécier. Je me demande si le déficit appréciatif de ces photographies par ces élites est non seulement attribuable à la dimension profondément subjective de ces images, mais aussi à une certaine incompréhension de ce qui constitue peut-être un des principaux fondements de l'esthétique documentaire, son caractère souvent anecdotique. Je rappelle ici que la notion d'anecdote désigne, je cite, un fait de caractère marginal relatif à une ou des personnes inédites ou peu connues, auxquelles on peut rattacher une signification, mais qui reste accessoire par rapport à l'essentiel. Fin de la citation. Parce que jugée accessoire, donc, l'anecdote est souvent investie d'une connotation péjorative, son sujet étant perçu comme peu signifiant, voire insignifiant. Le procès fait par les élites israéliennes témoigne peut-être d'une telle perception, cette hypothèse reste à explorer. Cependant, si celle-ci s'avère effectivement fondée, cela revient à démontrer que ce procès était moins celui de quelques photographies que celui des petites gens que les images montraient, voire de toute une culture de laquelle les photographes, malgré leurs origines urbaines, auront été parfaitement solidaires parce que, au fond, c'était un peu beaucoup la leur. J'aimerais conclure rapidement avec une dernière anecdote. Dans un vernissage, j'ai récemment discuté avec un galeriste au sujet du marché contemporain de la photographie au Québec. Le galeriste m'expliquait que l'appréciation des différentes formes d'art était cyclique et que, en ce moment, l'abondance fulgurante des images photographiques diffusées sur Internet avait contribué à diminuer significativement l'intérêt du public pour la photographie. Mais encore, d'après mon interlocuteur, le public, à force d'être exposé à toutes ces images, aurait en fait perdu la sensibilité nécessaire à la compréhension et à l'appréciation des subtilités de l'art photographique. Les affaires étant ce qu'elles sont, le galeriste estimait donc qu'en attendant la fin du cycle, mieux valait se concentrer sur le marché de la peinture. Au cours des dernières années, plusieurs institutions culturelles, centres d'artistes et d'expositions, galeries d'art et festivals, qui soutenaient jadis les pratiques photographiques documentaires, ont choisi de diversifier leur mandat pour permettre la diffusion d'autres pratiques de l'image. En soi, ce choix est sans doute pleinement légitime. Cependant, force est de constater que les pratiques photographiques documentaires, malheureusement, ont perdu plusieurs tribunes au fil des dernières décennies au Québec et que ce recul n'a pas aidé au développement et à la consolidation de l'appréciation de l'esthétique documentaire en photographie. C'est dans cet esprit que je tiens à souligner le travail important fait par le musée McCord qui, en contribuant au développement de la sensibilité de son public envers la culture photographique, participe à la légitimation de la photographie documentaire en tant que pratique incontournable de la culture québécoise. Je vous remercie de votre attention. Donc, Maryse Pellerin est née à Ottawa. En 1972, elle participe comme documentaliste au projet d'Israéli, une expérience humaine en photographie. Elle enseigne ensuite la littérature au Cégep Édouard-Montpetit jusqu'en 2014. En 1995, elle publie un roman, Les petites surfaces dures, aux éditions 3. Sa pièce, La Nuit tortue,
publié en 2005, bénéficie d'un atelier dramaturgique au Centre des auteurs dramatiques. Ses textes paraissent dans diverses revues littéraires. Elle reste proche du milieu des photographes avec qui elle collabore de plusieurs façons. Sa conférence d'aujourd'hui s'intitule « Le hasard et la nécessité aux origines d'un projet ». Marie, ici. Bonjour tout le monde. On dirait qu'il y a moins de monde dans la salle. Mon titre, je le dois à Jacques Monod, un livre de Jacques Monod, mais sans les majuscules, à hasard et à nécessité. Ça m'est revenu, puis je trouvais que c'était approprié pour ce que j'avais à dire. Ça va, les micros? Non? Ah, OK. Je voudrais remercier évidemment Zoé et Clara et toute l'équipe, en fait, qui a travaillé très fort à l'exposition avec un résultat magnifique. Puis là-dessus, ben, tout le collectif de Disraeli est unanime, pour une fois. Hein, Zoé? Ah oui, je voudrais aussi remercier mon ami Michel, autrement dit Campo, qui a suggéré à Zoé que j'avais peut-être quelque chose à dire au sujet de ce projet qu'on a fait ensemble, tous les 6, souvent les 4 photographes qui sont mentionnés, c'est normal, mais alors ça va être mon point de vue là-dessus sur le projet. Faut que je mette mes lunettes. Alors, la grande histoire ayant été consignée, il s'agira ici de la petite, celle qui toujours se cache derrière les projets ambitieux. 50 ans après Disraeli, je dirais que c'est une série de hasards qui a présidé à l'élaboration du projet. Moi, franco-ontarienne, avide de contact avec le Québec, je me mets un certain soir à parler avec 2 gars qui semblent apprécier la photo de groupe de jeunes joueurs de hockey. Je leur dis que c'est mon chum qui a pris la photo. Le contact est établi, quelques secondes qui vont changer ma vie. Je ne les lâche plus de la soirée. Je vois sur les murs de la galerie de l'image les photos que Roger et Michel ont soumises à l'exposition pan-canadienne Photographie 25. Je les présente à Cédric. Par la suite, est-ce un hasard si, chez la directrice du service de la photographie de l'ONF, je me trouve à la même table qu'eux, buvant et discutant bruyamment, soudé à ce groupe d'outsiders indisciplinés. De ma chaise, je contemple au loin, posé sur un piano, un vase de cristal débordant de roses rouges, une image d'opulence. Mais je ne suis pas vraiment là, pas dans cette maison cossue du parc Rockcliffe. Je suis à Montréal, ville convoitée depuis mes 13 ans, entourée de jeunes photographes remplis de verve, à l'aise dans leur identité naissante d'artistes du réel. Je ne manque pas d'échanger en fin de soirée adresse et numéro de téléphone. Il y aura aussi quelques échanges de lettres entre Roger et nous cette année-là, et en voici un exemple très coloré, conservé par moi pendant 50 ans. Il paraît que Roger aussi est un ramasseux. Alors, je veux juste faire remarquer je ne sais pas si on a la page 1. Oui, la page 1, il s'est donné 8 sur 10 comme note, quand même. Et puis, ben, le petit bonhomme, là, à gauche, qui est, je ne sais pas si vous le reconnaissez, c'est, en fait, je pense, c'est comme un patriote de 1837. Ouais, c'est ça, avec la tuque, là, qui s'en va combattre, ou qui s'en va au combat. Et puis, bon, Montréal, le 10 mars 1972. Salut les camarades d'Ottawa. Ici, la cellule de Montréal du Front de libération de la photographie. Alors, nous photographierons. Et puis, à la page 3, il y a une liste. Est-ce que c'est à la page 3? Excusez-moi, là. 1. Il nous dit les choses qu'on a à faire.
Oui, 1, c'est la page 2, excuse-moi, Clara. Alors, ou bedon. Alors, il faut... venons-en aux faits. Comme il serait préférable de descendre à Disraeli la semaine, comme il faudrait partir de Montréal de bonne heure le matin, le point 2 implique intrinsèquement, wow, votre arrivée à Montréal la veille du départ. Et puis, il y a un point 4 aussi lors de votre appel, téléphone à droite, le 17 mars à 10h AM, spécifié chez Michel, qui peut descendre et quand. Moi, j'étais pas de ce voyage-là, mais bon. Alors, intéressant artefact, très coloré, comme les bas de laine que nous tricotait la mère de Roger à cette époque. Je poursuis. Ce qui m'anime alors, c'est mon désir féroce de fuir le bilinguisme de façade de la capitale fédérale. Ma mère, une Ducharme élevée dans la basse ville d'Ottawa, défend farouchement ses racines qui ne dépassent guère le cadre étroit de la famille et du quartier. Mon père, ancien mineur, né au Témiscamingue, baragouine quelques mots d'anglais avec les employés du Grand Hôtel où il gagne chichement sa vie. À cette époque, un réseau d'écoles primaires existe pour les francophones, mais les droits de ma communauté en matière d'éducation ne vont guère au-delà. Le high school Vanier, qui s'appelait Eastview à mon époque, offre 35 minutes de français par jour à 80% des franco-ontariens qui le fréquentent. Pour le reste, on y étudie dans la langue de Shakespeare. Pour revenir aux origines du projet, je me souviens de la célèbre tempête de neige qui allait marquer notre journée. C'était, je crois, en février 72, chez Michel, qui habitait dans un quartier qui ne pouvait pas être plus montréalais à mes yeux, avec ses maisons à 3 étages et ses escaliers en colimaçon. Il nous fallait à tout prix remplir le formulaire du programme fédéral Perspective Jeunesse. Cédric Pearson et moi arrivions en initiateur d'un projet esquissé par Cédric, soumis par lettre à mes Montréalais rencontrés le fameux soir. Nous étions fébriles et incrédules, ravis qu'ils aient accepté de plonger avec nous dans l'inconnu. C'était notre deuxième rencontre, je pense, avec Michel Campeau et Roger Charbonneau. Claire Beaugrand-Champagne était sans doute présente. Sur la table de cuisine, une fois le projet précisé, formulé et reformulé, nous avons déployé la carte du Québec. Si Black Lake avait d'abord été envisagé, dans mon souvenir, quelqu'un a pointé le doigt, yeux fermés, sur Disraeli. Une fois vérifiées les particularités de la ville, il fut décidé que l'endroit était parfait. La tempête sollicita l'hospitalité de la mère de Michel, chez qui nous avons passé la nuit. L'aventure était en marche. J'ai toujours pensé que la pluralité de nos identités avait joué en notre faveur. Je présume que c'était rare qu'une demande pour le fonds Perspective Jeunesse rassemble un anglophone et une francophone de l'Ontario et 4 Québécois et Québécoises. Le projet fut accepté. Cela voulait dire beaucoup. 3 mois de liberté à entrer en contact avec une communauté rurale que nous allions découvrir et mettre en valeur. Je ne sais pas si ce détail a traversé nos esprits, tout excités que nous étions, mais l'éventualité de prestations de chômage pendant 1 an donne une certaine idée du contexte de l'époque. Dans la petite maison de campagne du rang 5, chacun trouva vite ses marques. Fait non anodin, il n'y avait qu'un célibataire parmi nous. Il était donc évident que Michel occuperait la chambre du rez-de-chaussée et que le couple franco-anglo s'installerait dans la pièce adjacente à la cuisine. Roger et Claire occupaient l'une des 2 chambres à l'étage, Ginette et Alain, qui étaient de cœur avec nous pendant toute cette aventure, l'autre chambre. Cette distribution très cohérente des espaces privés mettait subtilement en lumière nos différences. Nous formions des blocs, des grappes, qui allaient travailler en petits groupes, mais sans que se mettent trop en travers du projet nos personnalités disparates. En repensant à l'atmosphère qui régnait entre nous à Disraeli, je ne peux que la qualifier d'ambiguë. Le quotidien dévoilait de façon furtive nos différences culturelles.
Mon degré d'implication pour démarrer le projet était faible. À cause d'une opération en pleine fin de session, j'avais un travail d'université à finir. Je prenais peu d'initiatives parce que je n'avais jamais appris à le faire. Et sans qu'ils mettent de pression sur moi, je sentais chez les autres une certaine contrariété. Il m'arrivait également d'être en déséquilibre face à deux groupes distincts. Parfois, je faisais bloc avec les Québécois. Parfois, je participais à l'intégration de Cédric, dont le français de débutant était passé au stade intermédiaire à une vitesse record. C'est à d'Israéli que Cédric réalisa son désir de se rapprocher du milieu francophone aux antipodes de ses racines britannico-canadiennes. Anecdote amusante, c'est à d'Israéli qu'il se mit à sacrer et ses « sacrements » sont restés célèbres. Que faisions-nous à d'Israéli? Individuellement, il est certain que nous vivions à divers niveaux un passage à l'âge adulte. Plongés dans une vie communautaire à 7, nous nous confrontions à nos différences, aux exigences de la vie de couple, à l'obligation de définir les balises de nos interventions. La plupart du temps, nous partions chacun de notre côté à la rencontre des habitants d'Israéli. Je travaillais surtout avec Cédric, curieux du monde des mineurs et de la modernité du centre-ville, parfois avec Ginette Lorrain, l'autre documentaliste du groupe. Spontanément, les 4 photographes ont mis la personne au centre de la photographie. Leur connaissance du travail des photographes de documentaire social tels que Walker Evans, Robert Frank, Cartier-Bresson ou l'ami Gabor Szilasi a orienté de façon tangible leur approche. Certaines photos donnaient une idée exacte du cadre rural, mais l'essentiel pour eux était de conférer par le portrait une individualité forte au sujet photographié, pour le faire exister, comme pour braver et éroder leur déterminisme social. Excusez-moi. J'ai une goutte d'eau dans mes lunettes. J'ai parlé d'ambiguïté. L'ambiguïté existait à cause de la différence de nos parcours respectifs, de l'incertitude que l'on peut ressentir au début de la vingtaine, matinée d'intrépidité, d'aplomb et d'une part d'inconscience. Malgré tout, j'éprouve une certaine fierté à l'idée que nous avons formé un groupe solidaire, capable de s'amuser, de faire la fête, d'accueillir les amis de passage, de danser sur les chansons de Crosby, Stills, Nash & Young, de festoyer autour d'une table en riant, en parlant fort, sous l'effet du vin. Nous aimions sincèrement notre vie de rang, avec nos 3 poules et nos 2 chats, nos voisins curieux de notre mode de vie, avec qui à l'occasion nous participions à des travaux de ferme. Je n'ai pas souvenir de chicanes graves entre nous, de disputes de couple. Tout le monde travaillait avec entrain à la mise en place des expositions en plein air, au contact à établir avec les gens venus à notre rencontre et qui sait, à une rencontre avec eux-mêmes. Et je suis particulièrement fière des proches amis que sont encore aujourd'hui Michel et Alain. Par la suite, s'est posé le problème des idéologies sous-jacentes. Il a été souvent question de la quête d'une figure mythique et populiste de l'homme québécois. Ce qui est curieux, c'est que je n'ai aucun souvenir de discussion politique entre nous. Personne ne s'est préoccupé de savoir si Cédric et moi étions fédéralistes. Nous aimions la culture québécoise et le Québec, et cela suffisait. Peut-être passions-nous tous pour des hippies aux yeux du voisinage, mais nous n'en étions pas. Nous étions d'authentiques urbains, pour qui cet été à la campagne était l'occasion d'accomplir un travail qui nous enthousiasmait. Quant à l'approche photographique, certains l'ont qualifiée d'humaniste, ce qui peut se comprendre de bien des façons. Ce que je pense profondément en tant que membre du collectif, c'est que nous avions une conscience de classe, un parti pris absolu pour les humbles, les laissés pour compte, les gens ordinaires, victimes des inégalités sociales. Nous allions à leur rencontre en espérant qu'ils sentent notre amour, notre engagement envers eux, ce dont témoigne avec éloquence le texte d'introduction de l'album Folio, rédigé par Claire Beaugrand-Champagne. Certes, nous étions idéalistes et un peu naïfs.
Au départ et sur place, nous n'avons intellectualisé aucun des aspects de l'expérience que nous vivions au jour le jour de façon intuitive. La pluralité de nos identités, le portrait privilégié comme genre, l'accent mis sur la ruralité, les dangers cachés derrière nos choix et nos actes. Que Disraeli, une expérience humaine en photographie, ait bénéficié par la suite d'une couverture médiatique enviable, d'une controverse hasardeuse. Je me permets de dire que ces développements inattendus se sont passés un peu au-dessus de nos têtes. Quelque chose nous échappait, mais j'affirme cela sans savoir si le « nous » est approprié. C'est un fait que plusieurs sont intervenus dans le débat, dont Henri Barras, historien de l'art, et Pierre Vallière, auteur, journaliste. Notre inexpérience explique, selon moi, le tohu-bohu qui a suivi la publication de quelques photos dans le cahier Perspectives de la presse diffusé à travers le Québec. Nous n'avions pas eu un mot à dire sur le choix des photos sélectionnées et le misérabilisme présumé de quelques-unes a mis le feu aux poudres à notre grand désarroi. Pourquoi des Israéliens étaient-ils fâchés contre nous? Pensions-nous vraiment ce point du mal des élites de cette petite ville accueillante où nous étions soudainement devenus persona non grata? Disraeli reste un document marqué par une décennie, celle des années 70. Les idéologies maoïstes et marxistes-léninistes pointaient déjà à l'horizon au moment de la controverse et allaient bientôt supplanter les initiatives spontanées, les engagements flous, le droit de la jeunesse à des projets bancals ou novateurs et à un peu d'immaturité. Quelques-uns parmi notre gang des 7 rejoignirent la gauche radicale. Des femmes menèrent des luttes féministes mémorables. Ces idéologies m'ont pleinement mobilisée. Le ton est donné dans une page du quotidien Le Jour de 1976, où j'affirmais que rien n'allait plus. L'article, écrit sous la forme de manifeste, signé également par Michel Campeau et Michel Sénécal, montre du doigt les idées erronées, les perceptions fausses circulant dans le milieu de la photographie et prêche pour le cadre étroit d'une photographie d'intervention sociale. Le ciel rouge des années qui suivent va balayer le ciel bleu de mon fol été de 1972. L'après d'Israéli s'inscrit dans une période de bouillonnement social et culturel, de tension et de radicalisation politique. Déménagés à Montréal, Cédric et moi vivons pleinement ces années d'effervescence. Une partie de la frange progressiste va s'engager dans des groupuscules d'obédience, léninistes, maoïstes et trotskistes. Je rejoins les rangs du PCO, le Parti communiste ouvrier, et jusqu'en 1983, je me plie à la ligne de parti afin de préparer la révolution prolétarienne. Mes motivations sont multiples et obscures. L'effet d'entraînement, mon besoin d'émancipation, le désir de venger mon père broyé par le système, le sentiment en tant que militante d'appartenir à un groupe, à une famille, je peux multiplier les couches à l'infini. Tout ce temps, on peut dire que je vivais une forme de dissociation, que je n'étais pas entièrement là. Ironiquement, presque à mon corps défendant, je traverse ces années dans un contexte de bilinguisme constant. Traductrice d'articles au journal La Forge, diffusion du journal à la porte de l'hôpital Royal Victoria et pour couronner le tout, professeur dans un collège bilingue. Qu'arrive-t-il ensuite à la photographie documentaire? Le magazine Ovo tient le fort jusqu'en 89. Mais en général, les cercles où évoluent les photographes, de même que tout le milieu de l'art, aucun n'échappe aux antagonismes fondés sur des idéologies déconnectées de la réalité. Débats stériles, fanatisme absurde, brisent des amitiés, séparent des couples. Tout le monde finit par sortir de quelque chose. Les militants MListes se sabordent, non sans quelques bleus à l'âme.
Bien que certains photographes perpétuent la tradition du documentaire social, et à ce sujet-là, Mona Hakim m'a vraiment mise à jour, une bonne proportion des nouveaux jeunes photographes s'intéressent désormais à la vie privée, à la nature comme expérience spirituelle, à l'art dans l'art. Place à la vague néolibérale et aux mutations irrémissibles. On danse sur Moonwalk, on meurt du sida, et Renaud chante que les femmes sont meilleures que les hommes, à part peut-être Madame Thatcher. Merci. Alors, cette série de conférences se terminera par la présentation de Zoé Toussignan. Zoé Toussignan est conservatrice photographie au musée McCord-Stewart. Ses recherches portent sur la production et la réception de la culture photographique au Québec. Dans le cadre de ses nombreux projets de commissariat, elle a collaboré étroitement avec des photographes tels que Serge Clément, Carlos Ferrand, Marissa Portelese et Gabor Szilasi. Parmi ses publications récentes, citons le livre Gabor Szilasi, Le monde de l'art à Montréal, 1960-1980, paru en 2019, et des contributions à l'anthologie Une histoire mondiale des femmes photographes, paru en 2020. Sa conférence d'aujourd'hui s'intitule « Les idéaux et limites de la photographie en collectivité ». Bonjour, bonjour. Donc, je me lance. Okay. Quand j'ai commencé à travailler sur ce projet d'exposition, il m'est vite apparu que le collectif formé en 1972 sous le nom de Collectif de l'imagerie populaire de Disraeli n'était plus, 50 ans plus tard, un groupe harmonieux. Les communications entre ses membres étaient pour le moins tendues. Et j'ai secrètement commencé à les voir comme un groupe de musique défunt, du genre qu'on présente dans les documentaires musicaux commémoratifs. Pour que l'exposition se réalise, j'ai donc adopté la stratégie du diviser pour régner, qui consiste à traiter chaque membre du groupe comme une entité distincte et à ne jamais supposer qu'il y a consensus. Néanmoins, au fur et à mesure que j'en apprenais davantage sur le projet Disraeli, il est aussi devenu évident que cette façon de procéder était en contradiction directe avec celle que le collectif avait à l'origine élaborée. Comme je l'ai découvert en menant des entrevues et en ayant accès aux documents d'archives d'origine, l'idée de collaboration était à la base même de la formation du groupe et au cœur de son approche de la photographie. C'est en mettant l'accent sur la collaboration entre les membres du collectif et également entre les membres et les sujets photographiés que je souhaite aborder aujourd'hui le projet Disraeli afin de contribuer à la réflexion sur son incidence sociale et historique. En travaillant à cette exposition, je me suis fortement intéressée à l'idée de collaboration en général en ce qui a trait à l'écriture de l'histoire de la photographie. Des études récentes soutiennent qu'il n'y a pas d'acte photographique sans collaboration. Ariella Azoulay, à propos du projet de recherche sur la photographie et la collaboration entrepris avec les photographes Susan Meiselas et Wendy Ewald, écrivait en 2016 que la photographie est habituellement pratiquée en présence et avec l'aide de plusieurs personnes, mais que l'histoire et la théorie de la photographie ont mis en valeur des héros uniques et isolés, les photographes. Puisque je suis de ceux et celles qui souhaitent rejeter cette forme d'histoire basée sur la mise en valeur de héros isolés et démontrer plutôt la présence de multiples pratiques interconnectées, le défi pour moi a été de trouver comment faire entrer en scène l'aspect plus désagréable de la collaboration. Une des choses fascinantes dans le projet Disraeli, c'est la rapidité avec laquelle il s'est formé. Le groupe montréalais, composé de Claire Beaugrand-Champagne, Michel Campeau et Roger Charbonneau, a fait la connaissance du couple d'Ottawa, Cédric Pearson et Maryse Pellerin, le 26 janvier 1972 au vernissage de l'exposition Photographie 25 à la Galerie de l'image de l'Office national du film du Canada à Ottawa. Quelques semaines plus tard, Cédric et Maryse se sont rendus à Montréal pour revoir
le groupe montréalais, et ensemble, il et elle ont rédigé une proposition de projet pour le programme fédéral de subvention Perspective Jeunesse. Cette demande de subvention a été soumise en février. La réponse positive est arrivée en mai. Et au début de juin, le groupe s'installait à Disraeli. La vitesse à laquelle le projet a pris forme donne l'impression qu'il a surgi tout près, on ne sait où, mais en fait, un certain nombre d'activités lui avaient préparé le terrain. Le groupe d'action photographique, aussi connu par son abréviation GAP, a souvent été considéré comme responsable du projet d'Israéli. C'est inexact, quoiqu'il soit facile de comprendre pourquoi une telle erreur a été faite, étant donné que 3 des membres du GAP, Claire, Michel et Roger, étaient également membres du collectif de Disraeli. Cette erreur est compréhensible aussi parce que les 2 collectifs avaient des traits communs dans leur approche de la photographie. Le GAP a été créé en octobre 71, quelques mois seulement avant la formulation du projet d'Israéli. Aux 3 premiers membres, Roger, Michel et Serge Lorrain, se sont bientôt ajoutés Claire, Gabor Silasi et Pierre Godard. Lors d'une entrevue publiée dans le magazine OVO en février 72, sous le titre « On a parlé alors de vulgarisation de la photographie », que vous voyez ici à droite, le GAP expliquait s'être donné pour mandat d'utiliser la photographie documentaire pour décrire les conditions de vie quotidienne des gens ordinaires du Québec et de rendre la photographie accessible à ces gens en exposant les photographies dans des lieux publics, à l'église, au restaurant du coin, à l'usine, etc. Le GAP s'opposait aussi à l'élitisme du système des beaux-arts ainsi qu'au culte de la célébrité qui dominait dans la presse populaire. Le GAP n'était pas le seul à poursuivre de tels objectifs. Comme l'a démontré l'historien de l'art Serge Allaire, un certain nombre de collectifs de photographes ont été créés au Québec au cours des années 70, notamment le groupe des photographes populaires, Prisme, Photocell et Plessigraphe. Et la plupart d'entre eux poursuivaient des activités à caractère communautaire. Celui qui est le plus pertinent ici est peut-être le groupe des photographes populaires, ou GPP, car ses membres étaient proches de ceux du GAP. En effet, Jean Fiorito, André Sénécal, Marc Brosseau et Alain Chagnon, qui formaient le GPP, connaissaient Roger Charbonneau et Serge Lorrain depuis nombre d'années. Les 2 collectifs étaient vraisemblablement issus du groupe des 10 choses, un groupe d'amis qui photographiaient ensemble des événements culturels et des manifestations à Montréal à la fin des années 60 et au début des années 70. D'après une annonce parue probablement dans le même mise, on n'a pas trouvé la source à temps, le GPP s'employait lui aussi à photographier le milieu populaire québécois et à rendre les fruits de son travail accessibles aux personnes photographiées. Il faut aussi mentionner qu'au cours de l'été 72, Alain Chagnon a vécu à Disraeli avec le collectif, bien qu'il n'en ait jamais fait officiellement partie. D'autres grandes entreprises collaboratives réalisées pendant cette période féconde ont contribué à préparer le terrain pour le projet d'Israéli. Par exemple, Cédric Pearson, qui a eu l'idée de s'associer à Claire, Michel et Roger, avait travaillé en 70 comme un des plusieurs photographes de l'inventaire des bâtiments historiques du Canada, et à ce titre, il avait voyagé dans le sud de l'Ontario pour documenter l'architecture des propriétés historiques. Et en 1971, les membres du GAP avaient soumis un projet au programme fédéral de subvention Initiative locale qui, comme Perspective Jeunesse, visait à contrer le chômage chez les jeunes en finançant des projets axés sur la communauté. Dans leur proposition, les membres du GAP expliquaient que le projet d'imagerie populaire devait permettre la réalisation d'un vaste reportage photographique sur le quartier Saint-Édouard à Montréal et que cet objectif serait atteint par divers mécanismes d'animation sociale. Ainsi, quand en février 1972, les personnes qui formeraient le collectif de Disraeli se sont réunies pour rédiger leur demande de subvention à Perspective Jeunesse, elles possédaient déjà les bases sur lesquelles bâtir une approche méthodologique pour photographier la petite localité rurale située dans ce qu'on appelle maintenant la région de Chaudière-Appalaches au Québec. Sur cette proposition pour un projet ayant pour titre « Animation photographique, l'imagerie populaire de Disraeli »,
Le groupe énumère ainsi les mécanismes d'animation qu'il entend appliquer au cours de son séjour de 3 mois. Et je les lis. A. Exposition des photos dans les lieux où elles ont été prises, restaurants, épiceries, etc. B. Diffusion des photos dans les journaux locaux. C. Exposition des photographies dans le local du projet, accompagnées de transcriptions tirées des bandes sonores recueillies et discussions avec les citoyens sur le rapport image-réalité. D. Collaboration gratuite des membres du projet avec les associations locales concernées, services photographiques. E. Exposition thématique à partir des photographies prises par les citoyens. Les films seront fournis par le projet et le développement sera effectué par le groupe. F. Documents, photos et textes déposés à la bibliothèque locale. Et G. Ateliers de photographie populaire. Les cours seront pratiques et récréatifs et comprendront des sessions de prise de vue. Et H. Un journal, tract d'information sera distribué à toutes les semaines sur les activités de l'imagerie populaire. Voilà une impressionnante liste de choses à accomplir durant un court laps de temps. Ces objectifs étaient aussi du genre auquel on s'attendait à Perspective Jeunesse, un programme conçu en 1971 par le gouvernement libéral de Pierre Elliott Trudeau pour, d'après certains critiques, occuper les jeunes Canadiens et les garder au travail pendant les mois d'été. Occuper les jeunes Canadiens, cela signifiait apprivoiser une énergie qui autrement aurait pu alimenter le militantisme de gauche ou l'activisme anti-gouvernement, en la canalisant dans des projets plus sages, mais non moins utiles et susceptibles de faire une différence dans une communauté donnée. Naturellement, une fois ces animations sociales terminées, les candidats devaient remettre un rapport complet révélant une foule de détails sur la communauté et le travail qui avait été accompli. Il faut se rappeler que le programme de subvention a été créé quelques mois après la crise d'octobre. En arrivant à Disraeli, le groupe a fait circuler dans la ville une copie de cette liste de mécanismes d'animation et annoncé à la population concernée qu'il avait l'intention non seulement de prendre des photos, mais aussi d'organiser des activités photographiques dans lesquelles les habitants de la ville joueraient un rôle actif. Les bandes sonores, dont il est question au paragraphe C de la liste, devaient être enregistrées en collaboration avec les résidents par 2 recherchistes dont les descriptions de tâches avaient été intégrées à la proposition originale avec celle des 4 photographes. S'adressant directement aux résidents, le collectif avait écrit à la fin de la liste « Les buts de ce projet ne pourront être réalisés sans votre collaboration. Alors, nous comptons sur vous. » Bien sûr, la population d'Israëli avait été avertie de la venue du groupe en ville. Déjà en mars, le secrétaire trésorier d'Israëli, André Rodrigue, avait confirmé par lettre que le conseil municipal appuierait l'exécution du projet. Cette liste étant comprise comme un idéal à atteindre, on peut se demander qu'est-ce que le groupe a réellement été capable d'accomplir et comment l'inévitable écart entre la théorie et la pratique a-t-il impacté sur l'issue du projet. Pour ce qui est du collectif, ses membres ont trouvé dans la maison de ferme louée pour l'été à quelques kilomètres du centre de la ville un espace où vivre et travailler ensemble. Il et elle partageaient une cuisine et une salle de bain, ainsi qu'une chambre noire où développer la pellicule et tirer des épreuves de lecture. Claire Beaugrand-Champagne, par exemple, se rappelle avec quel enthousiasme ses camarades se montraient les épreuves encore humides le soir, après une journée passée à photographier. Les membres du collectif tenaient aussi des réunions régulières à la maison pour vérifier l'avancement des travaux et planifier les prochaines séances de photos. Mais comme plusieurs l'ont raconté, ces séances de prise de vue étaient surtout tenues séparément ou en petits groupes. À un moment donné, on a même décidé qu'il serait plus efficace de répartir les sujets photographiques entre les membres. On a toutefois fait exception à cette règle en certaines occasions spéciales comme le défilé de la garde paroissiale, les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste ou une visite organisée à la mine de Vimy Ridge où tous se sont réunis et ont photographié ensemble. Pour ce qui est des résidents et résidentes, les mécanismes d'animation sociale prévus n'ont pas tous été mis en place
ce qui a restreint les possibilités de participation. Le groupe a loué un local en ville, mais les expositions n'ont pas eu lieu à cet endroit. 3 expositions ont été organisées au cours de l'été, et là vous voyez 2 exemples, à la salle du conseil de l'hôtel de ville, au kiosque de la fanfare et à la maison de la ferme du collectif. Et toutes 3 ont présenté des images prises par les photographes. La tenue de ces 3 expositions a été communiquée à Disraeli par des affiches, ainsi que des annonces publiées dans le journal local Le Progrès de Thetford, parfois accompagnées d'images. De l'avis de tous, les résidents ont apprécié ces événements où ils étaient invités à discuter et à rapporter des photos d'eux-mêmes. À la dernière exposition, que vous voyez ici à droite, l'exposition est pique-nique photographique, le groupe a tenu un atelier sur certaines techniques photographiques. La réponse a été enthousiaste, mais modeste. Au cours de l'été, les recherchistes Maryse Pellerin et Ginette Lorrain ont enregistré à Disraeli une quinzaine d'heures d'entrevues et de sons ambiants, et les 4 photographes ont accumulé un corpus de quelques 8000 négatifs. Néanmoins, dans son bilan du projet envoyé à Perspective Jeunesse en septembre 1972, le groupe écrivait « Revoyant nos objectifs du début, nous constatons que certains de ces objectifs n'ont pas été réalisés. À cause de problèmes techniques et surtout à cause de manque de temps, nous n'avons pu organiser des cours de photos. Nous n'avons pu exposer nos photos dans les épiceries. Côté animation, ce fut surtout et encore un manque de temps qui nous empêcha de réaliser tous nos objectifs. Afin que les gens se mettent à participer véritablement à notre action, il aurait fallu demeurer au moins 1 an à Disraeli. Il est difficile et même presque impossible d'influencer en l'espace de 3 mois toute une population. À une expérience d'animation s'est ajoutée une expérience de vie communautaire. Notre plus grande difficulté fut sans doute d'apprendre à communiquer entre nous, d'apprendre à travailler et à vivre ensemble. Il est encore difficile de dire de quelle façon cette expérience nous a influencés, mais il est certain que nous avons beaucoup appris de chacun. Les membres du groupe devraient attendre jusqu'en février 1974, soit 18 mois après leur départ de la ville, pour qu'ait lieu une véritable animation sociale en collaboration avec la population d'Israéli. Comme on le sait, c'est le 9 février 1974 que le populaire magazine Perspective a publié une sélection de 18 photos, ce qui a tout de suite déclenché, dans la tribune de Sherbrooke et le Progrès de Thetford, les réactions de plusieurs membres importants de la communauté de Disraeli, qui soutenaient que l'article du Perspective présentait une fausse image de la ville. Ce très public dialogue s'est poursuivi pendant plusieurs semaines, au cours desquelles le collectif a continué à préparer son exposition et son livre d'Israéli, une expérience humaine en photographie, lancé à la Cinémathèque québécoise le 13 mars 1974. Peut-être conscient du fait qu'une réaction négative vaut mieux que pas de réaction du tout, le groupe a rassemblé dans un dépliant qu'il a photocopié et vendu 25 cents à l'exposition que vous voyez à droite, certains des principaux commentaires déjà publiés. Enfin, on tenait la preuve d'une vraie conversation avec les habitants de Disraeli sur le rapport image-réalité. Évidemment, ni le collectif, ni la communauté photographique en général ne souhaitaient ce genre de réaction, qui leur fournissait néanmoins une occasion de réfléchir aux ramifications sociales de la photographie documentaire. Mais la manière dont les sujets réagissent aux images que l'on prend d'eux, ou leur manière de collaborer à l'acte photographique, maintenant compris comme se prolongeant dans le temps, ne doit pas être censurée pour satisfaire aux attentes des photographes. Les personnes photographiées devraient toujours pouvoir dire qu'une image est fausse ou biaisée, et ce, comme aurait dit Pierre Vallière, que ça fasse mal ou pas, que ça agace ou que ça réjouisse. C'est là l'aspect désagréable de la collaboration, celui qu'il est difficile de laisser entrer dans l'histoire de la photographie, car il nous oblige à composer avec le fait que la vie est parsemée de désaccords et de malentendus.
En approfondissant ma connaissance du projet d'Israéli, j'ai bien vu que le collectif de l'imagerie populaire de Disraeli avait noué de véritables liens avec certaines des personnes rencontrées à Disraeli. En témoignent les images, les enregistrements sonores et plusieurs documents d'archives. Par ailleurs, il est également devenu clair que la façon dont certains citoyens ont réagi à ces images est en fait la preuve de leur profond engagement envers la photographie. Ils auraient pu les ignorer, les considérer comme sans importance, mais ces photographies comptaient pour eux. Ils ont choisi de le dire. Merci.